Si je faisais des études psychologiques sur vous tous et que je vous donnais un placebo, je ne pourrais pas prédire qui va répondre ou non. Le seul critère un petit peu qui sort quand même, c'est le conformisme. Il y a des personnes qui sont conformistes ou plutôt un peu anards, certains vont plutôt répondre au placebo, d'autres plutôt pas, mais c'est assez faible comme facteur. En réalité, c'est ce que vous avez dit qui compte, c'est l'attente. Alors pour répondre à ce que vous dites, pendant longtemps, les médecins avaient l'idée que finalement, pour répondre à la poudre de perlimpinpin, il fallait être un peu gros. Pas du tout. Il n'y a aucune corrélation entre le QI et la réponse au placebo. J'ai envie de dire presque le contraire. Très souvent. Donc, ce n'est pas un bon critère. Beaucoup de gens, de médecins aussi, ont longtemps pensé que les gens névrosés, hystériques, allaient mieux répondre. Tout à fait faux. Il n'y a pas de structure psychologique qui fait qu'on va répondre ou non au placebo. Et moi, j'ai tendance à penser même que plus une personne est équilibrée et plus elle est intelligente, mieux elle va répondre au placebo. Pour la raison simple, c'est que quand on est équilibré, on est capable de se confier, de faire confiance. Alors qu'un parano, par exemple, il se méfie de tout, il ne va pas répondre au placebo. Donc le fait de regarder scientifiquement ce qui se passe fait que on acquiert une conviction et on risque de mieux répondre au placebo. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant de voir que l'animal répond au placebo. L'animal domestique. C'est vrai que si vous menez un comprimé de lactose dans la savane et qu'il y a une gazelle qui vient brouter, il y a assez peu de chances qu'on observe les cochons. En revanche, il a été bien montré que chez les vaches laitières, par exemple, on peut avoir un effet placebo, et puis surtout chez les chiens, les chats, l'effet placebo est flagrant, pour une raison très simple, c'est que c'est comme le billard, c'est que par la base. Imaginez un chien ou un chat qui a de l'eczéma. Très souvent, on s'aperçoit que ces animaux qui ont de l'eczéma, c'est qu'ils ont un maître ou une maîtresse assez anxieux. Et qui, je sais pas, il y a un divorce en cours, des choses comme ça, il y a des motifs d'anxiété où la personne est comme ça, elle est anxieuse de nature, et qu'elle est tout le temps après l'animal qui finit par développer un eczéma. Si le vétérinaire prescrit avec conviction un placebo, donc rassure le maître ou la maîtresse, eh bien le maître rassuré va prendre une distance différente avec l'animal, en bon français il va un peu lui lâcher des baskets, et l'eczéma risque d'être nettement amélioré. Et ça a été démontré, il y a même eu tout un éditorial dans l'American Journal of Medicine qui montre bien que le placebo est efficace chez l'animal, à tel point maintenant que lorsque les vétérinaires veulent prescrire un médicament, ils exigent maintenant des études contre placebo. Et d'ailleurs, on est dans un monde vraiment fou, c'est pour ça que j'aime bien l'époque où on vit, c'est que pour sortir un médicament chez l'homme, il faut presque 10 ans d'études chez le rat, chez différentes espèces. Mais que pour sortir un médicament chez le chien et chez le chat, il faut des années d'études chez l'homme, et ensuite quelques études contre placebo chez l'animal, et là enfin on sort chez l'animal. Donc c'est quand même une hiérarchie qui est assez particulière, et vous voyez la famille, les antibiotiques, après de passer chez l'homme, vont chez le chien, chez le chat, pour d'ailleurs des indications souvent assez différentes. Mais ça a l'air de fonctionner. C'est pour la même raison que le placebo marche chez le bébé, même chez le petit bébé. Parce qu'un bébé, par exemple, qui ne dort pas, c'est souvent qu'il y a une ambiance un peu compliquée à la maison. Si vous donnez un placebo et que vous rassurez les parents, l'atmosphère de la maison se calme, les gens sont moins anxieux, le bébé va dormir. Donc le placebo va marcher chez le bébé via les parents. Donc, comme je vous disais, et même ce qui est étonnant, c'est que le placebo marche même chez les sujets sains, chez les gens qui n'ont rien. Et ça, c'est une étude que j'adore, qui a été faite par un grand patron parisien qui s'appelle Pierre Pichot, et il a pris tout un amphi de gens sains, par exemple vous, puisque par définition, vous êtes des gens très sains. Et à tout le monde, ce patron, donc les étudiants, ils n'osaient rien dire, il leur a filé un comprimé sans rien leur dire. Aucune info. Prenez ça, avale ça, avale ça, avale ça, avale ça. Bon, c'était du lactose. Et le lendemain, il les a tous repris. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, il y a quand même 70 ou 72% des gens qui ont dit, rien, ça m'a rien fait. Mais on en a eu, je crois, c'est 12% qui ont dit, votre truc, franchement,
Dès que je l'ai pris, j'étais crevé. Le soir, j'ai pas pu travailler. Avec ma copine, j'ai rien pu faire. J'ai mal dormi, j'ai mal à la tête ce matin. C'est une horreur, c'est de la dope, votre truc, comme on dit à Lyon. Et puis, il y en a eu 15% qui ont dit, mais votre truc, c'est génial, c'était une pêche d'enfer. Ma copine va s'en souvenir longtemps, j'ai dormi comme un loir. Après, le matin, j'ai bien bossé. Encore. Donc, on voit qu'en fait, vous savez, c'est comme le sketch de Coluche sur la lessive qui lave plus blanc que blanc. Grâce au placebo, vous allez mieux que bien. J'ai le sujet ça. Donc, on voit bien que ce qui fait qu'un médicament va agir, c'est l'attente. Et vous l'avez très très bien dit, si j'attends pas grand-chose, ben, il ne va pas marcher. Si j'attends beaucoup, il va marcher. Et l'attente du patient est sécrétée par l'attente du médecin. Il y a enfin, c'est pas une étude, c'est une histoire qui est racontée par un certain Dr. Wolf, qui était un médecin américain des années 60, extrêmement savant, un interniste très respecté, très honnête, mais qui doutait tout le temps, qui était sceptique, qui voulait toujours démontrer ce qu'il faisait. Et ce médecin était très très inquiet parce qu'il avait un patient qui, depuis 18 ans, faisait des crises d'asthme. Vous savez que l'asthme peut être très dangereux. Il y a quand même plusieurs milliers de morts par an à cause de l'asthme. Rappelez-vous de la chanteuse Barbara. Et donc il avait peur parce qu'il y avait des états de mal asthmatique et que ce patient pouvait y rester. Et à l'époque, il y avait que la théophiline, qui ne marchait pas chez lui. Et un jour, parce qu'il était très cultivé, il regardait tous les articles, et il voit qu'il y avait un nouveau concept, un médicament complètement original, qui était en cours de développement, qui n'était pas encore commercialisé, mais qui était à l'état de recherche. Il écrit au laboratoire, monsieur le laboratoire, j'ai un patient, s'il vous plaît, à titre humanitaire, envoyez-moi des échantillons de ce produit. Et là, il faut lire le docteur Wolf, je lui ai prescrit, comme d'habitude, ce nouveau produit, guéri. Et pendant 15 jours, pas une crise d'asthme. Ça faisait 18 ans qu'il faisait des crises d'asthme, monsieur en question. Donc il se dit, c'est trop beau, j'y crois pas, je suis sceptique. Il écrit, monsieur le laboratoire, pouvez-vous m'envoyer des échantillons de placebo, même présentation, qu'il reçoit, qui prescrit pareil, rechute. En 15 jours, à nouveau des crises d'asthme. Il refile 15 jours de produits actifs, guérison. Il refile 15 jours du produit placebo, rechute, et il repart maintenant sur le produit actif, et le patient est à nouveau guéri. Donc il prend sa plus belle plume, monsieur le laboratoire, je peux dire raisonnablement que votre produit chez ce patient est efficace. Il reçoit cette lettre, monsieur le docteur Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Donc, c'est une histoire qui fait beaucoup réfléchir en médecine, parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre la première chose, c'est que vos mamans vous l'ont dit, c'est très vilain de mentir. Et c'est vrai que, bon, il a menti, quand il mentait, ça ne marchait pas. Deuxièmement, ça montre une chose, c'est que, si ça marchait après tout, pourquoi pas mentir? Mais que techniquement, les médecins ne sont pas formés, ce n'est pas des comédiens, ce n'est pas des politiques, ils n'apprennent pas à mentir. Donc, on peut imaginer que quand ils donnaient le placebo, il y avait peut-être une moue, il y avait quelque chose, un haussement de sourcil qui faisait que le patient, sans se rendre compte, disait ce coup-ci, mon coco, je pense que tu me files. Et puis que quand il prescrivait ce qu'il pensait être le produit actif, il devait être un petit peu plus guilleret. Et que là aussi, le patient captait, voilà, là c'est du lourd, ça devrait marcher. Et donc, il y avait un commerce placebo ou nocebo à l'insu des deux, qui faisait que la même substance, donnée dans les mêmes conditions, par le même médecin, au même patient, avait un effet placebo, guérison, nocebo, aggravation. Vous voyez, c'est vraiment la démonstration du fait que l'attente du médecin entraîne une attente du patient et donc des résultats totalement inverses. Ce qui a beaucoup énervé à l'époque où j'ai sorti ce bouquin, où je disais finalement l'efficacité d'un produit est corrélée aux mensurations de la visiteuse médicale. Bon, ça a été assez mal pris par les laboratoires.